sais, c'est sûr que les choses vont pas toujours nécessairement comme on veut ou comme planifié, mais il faut juste avoir la détermination qu'on va y arriver, puis surmonter les obstacles quand ils sont là. Donc, parfait. Ben écoute, enchanté. Enchanté, Julie. Donc, ton nom, c'est Julie Watson, tu es PDG de Ultimate Technographics, qui a été fondé en 1989. Ultimate Technographics, c'est un logiciel d'automatisation en production imprimée. Vous vendez sur tous les continents et 90% du chiffre d'affaires est à l'international. Vous êtes basé où? À Montréal. Vous êtes basé à Montréal. Toi, personnellement, tu as un bac en management au HEC. Tu es revenu prendre la relève de l'entreprise familiale. Tu es revenu en 2012 et tu es PDG depuis 2017. Exactement. Wow! Alors, 1989, c'est tout... Comment ça s'est passé, la transition de prendre la relève d'une entreprise familiale? Il doit avoir la pression aussi. Oui, mais c'est sûr qu'il y a deux composantes. Il y a de prendre la relève de l'entreprise, puis après ça, il y a de prendre la relève d'une entreprise familiale. C'est sûr qu'il faut apprendre à compartimenter, faire des compartiments un peu avec les choses. Mais ultimement, selon moi, prendre la relève, c'est vraiment aussi prendre sa place. Parce que quand on arrive, que ce soit une entreprise familiale ou une entreprise autre qu'on veut acquérir ou qu'on veut prendre la relève, la place ne va pas nous être donnée. Souvent, dans la relève, c'est ça le challenge. Il faut que la deuxième génération ou troisième ou ceux qui prennent la relève viennent avec un plan concret, une vision et qui prennent la place et démontrent qu'ils sont capables de le faire. Donc, c'est ça un peu le challenge. Parce qu'il y a aussi la dynamique familiale qui rentre en jeu. Ben oui. Donc, c'est pas toujours évident. Mais c'est faisable, mais il faut être déterminé. Wow! Ben oui, c'est ça, j'imagine. Donc tu es rentré en 2012, pendant 5 ans, tu as fait le plan. C'est ça. C'est bon. Ah, ben c'est formidable. Puis aujourd'hui, depuis 2017, est-ce que prendre sa place, j'imagine, ça vient avec prendre des décisions. Est-ce que vous avez fait des changements? En plus, c'est arrivé, tu as eu la pandémie à dealer avec, qui a certainement eu un impact. Donc, c'est quoi les modifications, les changements que vous avez faits? Mais c'est sûr qu'une des premières choses, c'était de regarder, voir c'était quoi l'avenir de l'entreprise, de la technologie pour nos clients, pour longtemps. Donc, il fallait avoir certains projets de renouveau de la technologie, aussi pour s'adresser à des nouveaux segments de marché, et puis assurer, dans le fond, l'existence du produit pour nos clients. Pour longtemps à venir. Donc ça, c'était le projet numéro 1. Projet numéro 2, bien évidemment, c'est la croissance. C'est quand on prend la relève, c'est intéressant d'avoir un plan de croissance en même temps. Donc, c'était de regarder comment on pouvait augmenter notre part de marché, mais aussi maintenant, on regarde comment on peut adresser certains verticaux où est-ce qu'on n'est pas nécessairement présent. Et puis, développer des nouvelles extensions ou des nouveaux modules, nouveaux produits pour ces verticaux-là. C'est intéressant. Fait que, donc si on parle à quelqu'un qui aimerait potentiellement reprendre les rênes d'une entreprise familiale, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Mon Dieu, les conseils. Ou comment on fait? Je ne suis pas experte là-dedans. Non, mais comment je ça avoir réussi, mais c'est pas parce que c'est définitivement être patient puis avoir la détermination d'y aboutir. Tu sais, c'est sûr que les choses vont pas toujours nécessairement comme on veut ou comme planifié, mais il faut juste avoir la détermination qu'on va y arriver puis surmonter les obstacles quand ils sont là. Puis là, maintenant que tu es en position, comment tu vois, mettons, l'avenir? Parce que tu es dans un domaine particulier pour l'impression. Oui. Donc, c'est une industrie d'hommes en technologie, une industrie d'hommes en imprimerie aussi. Sauf que c'est pas quelque chose que, tu sais, je me couche pas le soir en me disant, j'œuvre dans une industrie d'hommes. C'est pas comme ça que ça marche. Dans le fond, pour moi, c'est égale opportunité. Il faut juste avoir les bons produits pour les clients, trouver des solutions pour les clients, puis le reste, après ça, c'est secondaire. Oui, puis si quoi que ce soit, il y a certainement des attributs puis des avantages aussi. Oui. Non? Des avantages d'être... Oui, absolument, d'être une femme dans une industrie d'hommes. Y en a-tu auxquels on ne pourrait pas penser? Moi, en tant qu'homme,
Est-ce qu'il y a des choses certainement, tu sais, je veux dire, vous apportez tu dois apporter un angle différent. Est-ce que ça se concrétise dans ton... Bien, sûrement qu'il y a des différences. C'est sûr qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes et la façon qu'ils gèrent, mais je pense qu'ultimement, le succès d'une entreprise ou d'un projet, c'est vraiment d'aller chercher la diversité puis une combinaison de compétences, incluant une combinaison de perspectives. Je pense pas qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre, mais c'est vraiment d'aller chercher une richesse de variation de compétences puis d'idées qui va faire en sorte qu'on peut think outside the box, penser différemment, trouver des nouvelles solutions, etc. Alors, comment qu'on pense outside the box dans un monde plus conservateur comme l'imprimerie? Que j'ai l'impression, je ne sais pas, est-ce qu'il est conservateur? Est-ce que c'est un monde un peu conservateur, l'imprimerie? Relativement. Oui. Alors, comment qu'on fait pour think outside the box? Bien, pour nous, on pense qu'on trouve des nouvelles solutions à tous les jours. Donc, on arrive souvent avec des façons de faire qui sont plus nouvelles. Donc, c'est plus un challenge, pas de trouver ces idées-là, mais c'est après ça de les expliquer et puis de faire en sorte que les clients aussi adhèrent à ces solutions-là qui prennent du temps. Ouais. Mais avec la patience, on arrive là. C'est sûr que la pandémie a aussi beaucoup aidé. Nous, on travaille vraiment à aider nos clients à automatiser le plus possible le processus de production imprimée, qui est essentiel aujourd'hui. La majorité des commandes viennent via un site de commerce en ligne. Et puis, il faut pas toucher à ces produits, aux fichiers ou aux produits tout au long du production le plus possible. Ouais. Puis la pandémie a aussi accentué ça encore plus. Donc, les solutions qu'on offre à nos clients, avant, c'était comme un nice to have. Puis la pandémie a fait en sorte que c'était essentiel. Donc, des fois, dans le changement d'une industrie qui est plus conservateur, il y a aussi des impacts comme la pandémie ou une récession ou quelque chose comme ça qui vont permettre à aider à faire le pivot puis vraiment de pousser dans une nouvelle direction. Parce que dans le fond, on se rend compte qu'on n'a plus le choix. Il faut changer pour survivre, dans le fond. Puis écoute, tu amènes un point intéressant par rapport à la récession. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer? Comment est-ce que vous préparez, par exemple, à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des pôles ou des leviers de croissance? Bien, dans notre cas, on est une entreprise qui croît de façon organique. Donc, notre idée, c'est vraiment de continuer à ajouter de la valeur aux clients. Puis on pense que, contrairement peut-être à d'autres types d'entreprises, pour nous, une récession, c'est une opportunité. C'est une opportunité, justement, à continuer à pousser la mission de notre entreprise encore plus. C'est quoi la mission? Bien, c'est d'aider nos clients à automatiser. Donc, c'est sûr que quand il y a une récession, nos clients, dans les différents marchés, ils vont avoir plus de pression sur les coûts, sur la rapidité de production. Donc, ça force les clients à revoir les choses. Donc, c'est là l'opportunité de rentrer avec des nouvelles solutions qui vont leur permettre d'avoir du succès malgré les challenges dans le marché. C'est intéressant. Donc, toi, tu dis avec la récession, il va y avoir une pression accentuée sur les coûts et les délais de production. Donc, comment qu'on fait pour adresser ces sujets-là maintenant ou travailler sur les solutions maintenant pour quand ça va arriver puis ça va être encore plus réel? Exactement. Je veux dire, il y a toujours un stress sur le coût, il y a toujours des pressions sur les délais de livraison, mais ça va être accentué encore plus. Oui. Puis toi, je veux dire, vous avez une excellente visibilité en faisant affaire sur 5 continents. Comment qu'on reste sain d'esprit? Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. C'est sûr que chaque pays a, dans le fond, ses politiques. On l'a vu avec la COVID. Il y a différentes régions du monde qui ont eu des politiques face à la COVID complètement différentes. Donc, nous, il faut qu'on reste agile. Il faut qu'on reste agile et à l'affût de ce qui se passe. Puis, il faut qu'on s'adapte rapidement aux différentes situations. Puis comment vous faites pour chez vous pour bien outiller les revendeurs, puis pour garder, j'imagine, il y a un élément de formation qui doit être quand même important là, pour bien entretenir un aussi gros réseau de revendeurs? Formation, certification, etc., mais aussi un aspect de co-marketing. C'est vraiment d'essayer de les aider à avoir du succès. Puis si eux ont du succès, nous, on a du succès. Donc, on s'implique vraiment avec eux.
le plus possible. Puis encore une fois, pour un logiciel qui aurait un intérêt, disons, à exporter puis à commencer à bâtir, par où on commence? Par où on commence? À ton avis, y a-tu dans le sens que y a-tu des endroits dans le monde qui, je veux dire, tu as une perspective extraordinaire là, de faire affaire dans 5 continents. Il y a certainement des endroits plus faciles à exporter pour des logiciels. Je pense que ça dépend. C'est quoi la solution? Oui. C'est quoi la solution? C'est quoi le marché cible? Dans quel pays ou quelle région du monde est-ce que cette industrie-là est florissante ou plus occupée? Puis probablement que ces pays-là deviendraient les cibles premières pour cette solution-là. C'est sûr que, comme nous, dans l'imprimerie, il y a certains pays qui sont beaucoup plus dominants que d'autres. Donc, c'est normal que ces pays-là soient des marchés plus grands pour nous. Mais c'est vraiment relatif à la solution comme telle, puis à l'industrie comme telle. Pour vous, c'est où? Bien, c'est sûr que les États-Unis, c'est un gros marché. Ouais. C'est sûr que le Japon, la Chine aussi, l'Allemagne aussi, c'est un pays qui est très important dans... Le Japon et la Chine aussi, hein? Le Japon, j'ai entendu dire que ça prenait beaucoup de patience pour percer le marché japonais. Je ne sais pas si tu as une perspective à ce niveau-là. Oui, on a des partenaires au Japon. En fait, je pense que la clé du succès, peut-être, une des clés du succès de faire affaire avec différents pays, c'est aussi d'apprendre à connaître les différentes cultures. Parce que la façon de faire les affaires dans différents pays est différente. Puis, il faut respecter ça dans un certain sens. Donc, si on fait affaire au Japon, on va probablement peut-être pas faire les choses exactement comme on les ferait aux États-Unis. Par exemple, dans certaines rencontres, il y a certains comportements. C'est sûr que ça a beaucoup changé, mais selon la culture, il y a certains comportements à ne pas avoir. Comme si on se croise les bras, ça démontre qu'on est fermé à l'idée, par exemple. Mais si on rentre, puis on est sensible à ça, puis on essaye vraiment de respecter les autres cultures en même temps, ça facilite, je pense, les échanges d'affaires puis le potentiel qu'on peut aller chercher. Au Japon, c'est sûr que les gens prennent plus de temps à prendre une décision. Donc, le processus décisionnel est plus long, mais quand ils se commettent à un projet, puis donnent leur parole, qu'ils vont aller de l'avant, ils vont de l'avant. Puis après ça aussi, c'est des gens très, très loyaux. Donc, c'est de comprendre un peu cette dynamique-là. Tandis que si on va aux États-Unis, par exemple, c'est peut-être différent. Les décisions se font plus rapidement, mais sont beaucoup moins loyales aussi. Ouais, le prix, c'est ça, ils sont plus sensibles au prix peut-être. Oui, exactement. Ah, wow. Ah non, c'est ça, c'est toute une perspective. J'imagine que tu dois avoir... est-ce que en tant que PDG, tu te déplaces dans tous ces pays-là ou est-ce que j'imagine que tu dois avoir certains partenaires clés que tu as besoin d'avoir un entretien en personne, là, malgré la pandémie ou pas? Là? C'est sûr qu'on fait beaucoup de choses en virtuel depuis longtemps, même avant la COVID. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à faire des rendez-vous virtuels durant la COVID, mais nous, c'était une réalité avant. Justement, vendre dans différents pays, on ne peut pas se déplacer à chaque fois. Quand on se déplace, on va prendre l'opportunité d'aller, par exemple, à une conférence ou un congrès où est-ce qu'on va rencontrer tous les acteurs ou les joueurs de notre industrie dans cette région-là, puis aussi, par le fait même, aller faire des visites. Mais on essaie d'optimiser notre temps parce qu'on est quand même une petite équipe, puis le monde, c'est un grand... Il est grand. Absolument, je comprends. Ah, mais ça, c'est intéressant. Alors, là, donc, si vous voulez, disons, développer un marché, vous identifiez peut-être un trade show sur lequel vous allez avoir un kiosque potentiellement, puis autour de ça, vous avez ciblé différentes visites. Vous avez organisé certaines visites. Oui. Alors, comment qu'on fait pour faire ça ou comment est-ce que vous faites chez vous? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Oui, non, mais dans le sens, c'est à cause que pour faire des visites, est-ce que vous faites carrément du cold call? Est-ce que vous avez, j'imagine, c'est peut-être l'équipe de vente qui s'occupe de faire ça? Mais en fait, c'est une combinaison de choses. Premièrement, c'est probablement des gens qu'on a déjà dans notre réseau, soit qu'on a déjà fait des premiers contacts avec eux. Des fois, on va voir des clients existants. Des fois, on va voir des opportunités qui sont déjà dans notre funnel, qu'on veut juste, peut-être, on se dit que la visite va nous permettre de solidifier la relation. Et puis, parfois, ça va être des gens qu'on nous suggère d'aller visiter. Donc, dans ce cas-là, on rentre en contact avec eux
via LinkedIn. On leur dit qu'on va être dans la région selon telle date, puis s'il y a une disponibilité, mais on a le potentiel de booker nos rencontres. Formidable. C'est quoi les prochaines, les grands leviers de croissance pour vous prochainement? Mais c'est sûr que en utilisant notre réseau, l'idée, c'est d'apporter des solutions plus complètes, d'avoir des modules qui se rajoutent à notre solution chez les clients existants et via notre réseau existant. Donc, pour nous, la croissance va venir par l'innovation puis le développement de nos produits. Alors, si je comprends bien, pour vous, ça va être d'offrir plus de services à la base de clients que vous avez déjà. Exactement. Ah, formidable. Puis, pour les gens qui veulent continuer à vous suivre, c'est quoi le meilleur moyen là, de rester au courant? Là, C'est sur notre site web, comme tout le monde. Puis aussi, sur les réseaux sociaux, Il y en a-t-il un en particulier? Mettons, suivez notre page sur LinkedIn. Ça serait ça. Puis c'est là que vous pouvez voir aussi si je vais avoir un aperçu de qu'est-ce qu'on fait de façon générale. Mais aussi, LinkedIn, c'est un bon endroit pour voir c'est quoi les opportunités pour se joindre à notre équipe. Aussi, ben oui, c'est ça. Donc, on est une petite entreprise, donc on a une espèce d'ambiance de collaboration intéressante, mais on œuvre aussi avec des clients qui sont partout dans le monde. Donc, notre équipe est diverse par le fait même des gens qui font partie de notre équipe et nos clients aussi. Donc, n'importe qui veut, qui aime l'innovation, la création, la diversité, je les invite à se joindre à notre équipe. Certainement. Ben, excellent. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci d'avoir été aussi généreuse dans tes commentaires. Merci.